Merci, un grand merci de m'avoir invité à clore ce cycle de conférences consacrées au thème des révoltes et des révolutions. Les révoltes dont il sera question cet après-midi sont d'une autre nature, me semble-t-il, que les révoltes dont il a été question. Alors, je crois qu'il y a encore beaucoup d'écho, effectivement. Oui, c'est mieux. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. On peut se passer aussi du micro. Donc, comme je le disais, les révoltes dont il sera question aujourd'hui sont d'une autre nature que les révoltes dont vous avez entendu parler, me semble-t-il, lors des conférences précédentes. Il ne s'agira pas de révoltes physiques, violentes, d'insurrection, de rébellion contre le pouvoir ou l'ordre établi. Il s'agira plutôt de révoltes intellectuelles et morales, et révoltes contre la modernité. Révoltes contre la modernité qui s'expriment dans le monde occidental au tournant des 19e et 20e siècles et qui s'expriment singulièrement en Allemagne. Singulièrement en Allemagne parce que ce pays s'impose à l'évidence au début du XXe siècle comme un des hauts lieux des révoltes contre la modernité. Il y a à cela des raisons qui sont à la fois génériques et spécifiques. Génériques, c'est-à-dire communes au monde occidental, spécifiques, c'est-à-dire propres à l'Allemagne et aux Allemands. Modernité. Est-ce qu'au fond de l'amphi, vous entendez bien? Donc l'Allemagne du début du XXe siècle, au lieu des révoltes contre la modernité, je le disais, il y a des raisons à la fois qui ne sont pas spécifiques, qu'on observe ailleurs dans le monde occidental, mais il y a des raisons qui sont plus proprement allemandes. Et parmi ces raisons, les historiens ont de longue date souligné le fait que tous les processus constitutifs de ce qu'on appelle la modernisation des sociétés occidentales s'étaient opérés en Allemagne à un rythme particulièrement rapide, pour ne pas dire avec une certaine brutalité. Alors, décidément, la technique ne veut pas... Donc, parmi les raisons pour lesquelles l'Allemagne s'impose comme ce pays où les révoltes contre la modernité sont plus prononcées qu'ailleurs, il y a donc cette brutalité avec laquelle les processus constitutifs de la modernisation s'opèrent. Et c'est cette particularité qui explique, entre autres, que ces révoltes contre la modernité y étaient donc plus radicales, sans doute, qu'ailleurs dans le monde occidental. Parmi les processus de la modernisation, je m'intéresse depuis longtemps au phénomène d'urbanisation, à la fois en tant qu'historien et aussi parce que dans ma pratique d'architecte et d'urbaniste, je suis amené moi-même à intervenir dans des contextes urbains. Et de fait, l'urbanisation constitue à l'intérieur du processus de modernisation un phénomène absolument central. Il faut, pour commencer, bien se rappeler que l'urbanisation intervient en Allemagne avec une explosivité qui n'a probablement aucun équivalent ailleurs, en tout cas en Europe. Les chiffres le montrent très bien. Vers 1850, l'Allemagne, c'est encore un pays qui est à dominante agro-rurale. On estime que tout au plus 15% des Allemands vivent dans des villes. Ces villes, ce sont des agglomérations d'au moins 5000 habitants, ce qui est un seuil assez bas. Et sur ces 15% d'urbains, en réalité, on a à peu près que 3% des Allemands qui vivent dans ce qu'on appelle déjà, notamment en Prusse,
des grandes villes, c'est-à-dire des villes de plus de 100 000 habitants. En 1910, ces ratios sont tout à fait différents, puisque désormais, un Allemand sur 2 habite dans une ville, et un Allemand sur 5, 20%, habite dans ce que l'on appelle une grande ville, une ville de plus de 100 000 habitants. Ces villes de plus de 100 000 habitants, on en compte une quarantaine, peut-être 50 vers 1910, au moment où la croissance urbaine commence à ralentir en Allemagne, et cela fait de l'Allemagne le pays, ou l'un des pays, mais sans doute le pays le plus urbanisé du monde occidental. Naturellement, l'explosivité de cette croissance urbaine n'est nulle part ailleurs plus visible qu'à Berlin. Entre le milieu du XIXe siècle et 1910-1920, dans un intervalle de temps qui constitue 2 ou 3 générations, une cinquantaine d'années, la population berlinoise est multipliée par 8. Elle passe d'un peu moins de 500 000 habitants à un peu plus de 4 millions d'habitants. Et la superficie de la ville est multipliée par 20 environ. La superficie de la ville, c'est-à-dire la superficie nécessaire pour son fonctionnement résidentiel, son fonctionnement productif, son fonctionnement récréatif également. Donc cette superficie, elle passe de 20 km² environ, 13,5 intramuros, à quoi on ajoute quelques premiers faubourgs qui se sont constitués au début du XIXe siècle, donc 20 km², et on passe environ à 450 km². 450 km², c'est la superficie incluse dans les limites du Grand Berlin, donc le Grand Berlin qui est le produit donc, de la réforme administrative de 1920, qui permet de réunir autour de la ville historique de Berlin un certain nombre de communes périphériques qui ont également cru à une très grande vitesse. Donc le temps d'une ou 2 générations, Berlin, qui n'était encore vers 1850-1860 qu'une ville moyenne de l'espace européen, qui était même regardée comme une petite cité provinciale, est devenue l'une des plus grandes villes du monde occidental. Elle atteint le 3e rang mondial par la population, derrière New York et Londres, et elle atteint le 2e rang par la superficie, derrière Los Angeles. Ce phénomène, il est très tôt identifié comme un phénomène spécifique en Allemagne, que l'on va nommer métropolisation. Et par métropolisation, on va entendre le devenir métropolitain de villes qui pouvaient être déjà rangées dans la catégorie des grandes villes au XIXe siècle, mais qui deviennent une ville d'une toute autre échelle. Cette métropolisation, et singulièrement la métropolisation berlinoise, elle est vécue comme un véritable choc en Allemagne. Au terme de 40, 50 années d'urbanisation explosive, les Allemands ne reconnaissent pas littéralement leur propre pays. Ils sont dépaysés, littéralement. Effectivement, à travers la croissance et la transformation d'une ville comme Berlin, les Allemands assistent d'abord à l'émergence d'une forme de peuplement qui est inédite dans l'histoire. Une forme de peuplement, c'est-à-dire une manière d'organiser la répartition des populations dans l'espace, une manière à la fois extensive et massive, immense et dense. Comme le souligne un essayiste connu du tournant des années 20-30, Eugen Diesel, qui est le fils de l'ingénieur qui a donné son nom au fameux moteur. Eugen Diesel, dans un atlas photographique réalisé avec Robert Petschau, qui a eu un très grand succès au début des années 30 en Allemagne, Berlin, dans les années 20, avec 4 millions d'habitants, concentre autant d'habitants que toute l'Allemagne au sortir de la guerre de 30 ans. À travers la croissance et la transformation d'une ville comme Berlin, les Allemands assistent aussi à l'émergence d'un nouveau type de vie sociale. La très grande ville qui est devenue Berlin, ce n'est pas seulement une forme spatiale, c'est aussi une forme sociale. Une forme sociale que la sociologie naissante, et il n'est évidemment pas anodin que la sociologie naisse au moment où s'opère cette reconfiguration des territoires et des sociétés, forme donc sociale que la sociologie naissante, à la suite d'un auteur comme Ferdinand Tönnies, appelle société, Gesellschaft, par opposition à la communauté, Gemeinschaft. La société selon Tönnies, c'est cette
forme sociale qui se caractérise par le règne de la masse, par l'individualisme, par l'anonymat, bien sûr, et par le caractère à la fois impersonnel, artificiel des liens sociaux, comme l'évoque assez bien cette banale image, cette banale scène des transports que je commenterai à l'issue aussi de cette conférence. Bref, à travers la croissance et la transformation de Berlin, les Allemands assistent à la naissance d'un nouveau cadre de vie, d'un nouvel environnement, aux deux sens du terme, au sens écologique, Umwelt en allemand, et au sens socio-anthropologique, Lebenswelt. La brutalité de ce phénomène est à l'origine d'une véritable crise dans les rapports que les Allemands entretiennent avec la modernisation et la modernité. On peut, et c'était le titre que j'ai choisi pour cette conférence, on peut parler d'une crise berlinoise, c'est-à-dire d'une crise métropolitaine de la modernité en Allemagne. Entre le début des années 1890 environ et le tournant des années 1930, soit pendant à peu près une quarantaine d'années, de part et d'autre de la Première Guerre mondiale, eh bien, ce phénomène de métropolisation suscite en Allemagne une violente polémique. Une polémique à la fois universitaire, une polémique intellectuelle, une polémique artistique également, dans un débat qui, en Allemagne, est très polarisé sur les enjeux de la modernité et de la modernisation. Cette polémique, j'y reviens très rapidement, elle se structure pour l'essentiel autour de 4-5 grandes séries de critiques à l'égard du phénomène métropolitain. La très grande ville, qui est devenue Berlin, constituerait tout d'abord, aux yeux de beaucoup d'observateurs sociaux, une forme de peuplement en rupture, non seulement avec les paysages naturels de l'Allemagne, mais aussi avec ce que les géographes allemands appellent depuis le début du XXe siècle ces paysages culturels. Kulturlandschaft. Les sociogéographes allemands forgent ce concept. Paysages culturels, ce sont en fait ces paysages, mais les paysages tels qu'ils ont été en quelque sorte anthropisés patiemment, façonnés patiemment par les sociétés, par les cultures, par les mœurs des sociétés. Cette vision, cette lecture des paysages et de l'effet de la métropolisation sur les paysages, évidemment, elle est un lieu commun de toute une littérature plutôt réactionnaire, bien sûr. Elle est abondamment relayée par la nébuleuse agrarienne. Elle est constamment mise en avant par les très nombreuses associations de protection de la nature et de ce qu'on appelle en Allemagne la Heimat. Elle est, cette lecture également, reprise et racialisée, c'est-à-dire réinscrite dans le vocabulaire de l'anthropologie raciale par tous ceux qui relèvent de cette idéologie du sang et du sol, qui joue un rôle évidemment important dans les débats politiques en Allemagne dans les années 20. Mais cette critique, elle est également et avant tout formulée par une géographie allemande qui n'est pas nécessairement orientée politiquement et qui est à la pointe internationale de la conceptualisation de la notion de paysage. Cette critique, on la retrouve sous la plume, par exemple, de Otto Schüttler, qui est donc ce géographe qui invente le concept de Kulturlandschaft en 1907, et on la retrouve à sa suite dans des études géographiques classiques des années 20 en Allemagne, l'étude de Walter Geisler sur les villes allemandes qui date de 1924, la monographie qu'un autre grand géographe allemand, Friedrich Leyden, consacre à Berlin en 1933, reprennent cette première critique. Ville en rupture avec les paysages culturels. Berlin constituerait également, c'est la deuxième critique, une ville parasite. Parasitopolis, comme disent les contempteurs du phénomène métropolitain dans les années 20. Elle serait une ville parasite en raison de son gigantisme. Une ville parasite, c'est-à-dire une ville qui est dépendante du dehors. Dépendante du dehors pour son approvisionnement énergétique, matériel, alimentaire. Ville parasite parce que c'est une ville qui est fortement destructrice de son environnement naturel. Vous savez à quel point l'écologie
se développe en Allemagne aussi autour du 19e et 20e siècle. Et évidemment, la mouvance écologique ne tarde pas à porter son attention sur ce phénomène de la métropolisation et sur ce que les historiens aujourd'hui appellent le métabolisme urbain. Effectivement, une très grande ville comme Berlin, par sa taille, par son gigantisme, c'est une forme de peuplement qui, en quelque sorte, assimile une quantité phénoménale d'énergie et de matière. D'ailleurs, on essaye de le mesurer, comme le montrent ces graphiques et ces camemberts qui ont été produits à l'occasion de la grande exposition générale d'urbanisme de Berlin en 1910, et mesures qui permettent de constater visuellement l'écart très fort entre ce qu'on pourrait appeler les inputs, c'est-à-dire tout ce que la ville consomme, qui est représenté par le gros camembert, en matériaux de construction, en charbon, en ressources alimentaires, etc. Donc en produits répondant aux besoins primaires des habitants de la grande ville, et de l'autre, les outputs vers ce que la ville produit et ce qu'elle réexporte. Or, le contraste est très saisissant quand on sait qu'à cette date, 1910, Berlin est la première ville industrielle de l'Allemagne. C'est le premier foyer de production industrielle de l'Allemagne. Donc la grande ville apparaît comme une sorte de vortex, si vous voulez, qui assimile des quantités phénoménales de matière, d'énergie et de ressources alimentaires. Et puis la grande ville, évidemment, elle rejette aussi quantité de choses dans la nature, quantité d'émissions, des déchets solides, des eaux usées, des boues d'épuration, des pollutions atmosphériques. Et puis elle a un impact, bien sûr, sur les espaces naturels. Le site berlinois, si vous le connaissez, il se caractérise par un réseau de lacs et de forêts. Et très tôt, effectivement, beaucoup de Berlinois s'inquiètent de la rétractation des espaces forestiers. Plusieurs campagnes de mobilisation sont organisées à la fin du XIXe siècle pour préserver cette forêt berlinoise, si importante aussi dans l'imaginaire allemand. La mort de la forêt, Waldsterben, est une grande préoccupation du début du siècle. Dépendante du dehors, Berlin l'est aussi en termes tout simplement de croissance démographique. Berlin, cette ville qui donc se hisse au 3e rang mondial des grandes villes occidentales, elle doit sa croissance pour l'essentiel à l'exode rural. Elle est entièrement tributaire des migrations rurales, et donc elle apparaît très vite comme une sorte de tombeau pour la paysannerie allemande, quantité d'essais, de textes, des études démographiques, le rappel, les statistiques le confirment du reste, très bien. La grande ville, elle se nourrit de cet exode rural, et ce faisant, elle arrache bien sûr les paysans à leur mode de vie communautaire. On retrouve le concept de Gemeinschaft. Elle les déracine, elle les anonymise, elle les nomadise, et puis elle les plonge au fond dans un style de vie déroutant pour eux. Elle les éloigne de la nature, elle détruit leur rythme biologique. Autre critique très importante au début du XXe siècle, la très grande ville constituerait plus généralement un cadre de vie, je le disais, Lebenswelt, qui est menaçant pour l'équilibre à la fois physique et psychique de ceux qui y habitent. C'est vrai que la diversité ou la complexité des liens sociaux dans la très grande ville, l'accélération des rythmes de vie, on va en reparler, la multiplication des impressions kaléidoscopiques que l'on éprouve quand on se promène, quand on marche au centre de la très grande ville, toutes ces dimensions constitutives de ce qu'on pourrait appeler la vie métropolitaine seraient à l'origine d'un type de stress ou de fatigue spécifiquement métropolitaine, auquel on va donner un nom, la neurasthénie de la grande ville, Großstadt-Neurasthénie. C'est un diagnostic qui est d'abord médical, on importe le concept des États-Unis. Il connaît un grand succès dans le corps médical allemand dans les années 1880-1890. Après, le concept est un peu abandonné par une médecine qui constate qu'il y a là une sorte de catégorie un peu floue, une sorte de mot valise, un peu comme le concept de burn-out aujourd'hui. C'est un peu l'équivalent. Mais cette catégorie du discours, Großstadt-Neurasthénie, continue à jouer un rôle très actif dans la façon dont les représentations de la ville se structurent en Allemagne. Je vous renvoie à un historien qui a montré, Joachim Rathau, à quel point la nervosité était devenue, dans la première décennie du XXe siècle,
une sorte de prisme à travers lequel on lisait au fond toutes les évolutions de la société allemande. Hein, une société qui aurait été placée sous le signe de cette nervosité grandissante. Bon. Enfin, dernière série critique très importante, Berlin serait une ville stérile. C'est pas l'accusation la moins surprenante. Et elle joue un rôle très important dans les débats en Allemagne, au moins jusqu'au début des années 30. Stérile, pourquoi? Parce que d'abord, la très grande ville, elle favorise les comportements malthusiens. Les statistiques, là aussi, le montrent. Les taux de natalité urbains sont tendanciellement et à long terme plus bas que les taux de natalité ruraux. Il y a à cela toute une série d'explications. L'âge au mariage est plus tardif. Les pratiques contraceptives se développent et se diffusent beaucoup plus rapidement dans les grandes villes. C'est un autre aspect de la modernisation. Tous ces phénomènes de rationalisation de la sexualité, notamment la sexualité féminine, qui sont des phénomènes importants dans les villes allemandes dans les années 20, voilà, permettent de distinguer aussi les comportements natalistes urbains des comportements natalistes ruraux. Bon. Mais si la grande ville est stérile, c'est pour des raisons encore plus profondes que cela. C'est aussi, prétend-on dans certaines études, parce que elle contribuerait au fond à affaiblir, à accentuer la dégénérescence physique de ceux qui habitent. Dans une grande ville, on consomme plus de viande. Dans une grande ville, les femmes pratiquent l'allaitement maternel moins longtemps. Et toutes les statistiques le montrent, si vous voulez. Toutes les études, notamment les études épidémiologiques qui se développent en Allemagne, confirment ce type de constat. Et donc on a le sentiment, pour beaucoup d'auteurs, que la vie métropolitaine, elle a plutôt structurellement tendance à affaiblir la condition physique des populations qui y vivent. Je ne parle même pas ici des conditions de vie dans les casernes locatives, j'en reparlerai tout à l'heure. Bon. Et tout cela donne le sentiment, au fond, que la très grande ville, elle est en passe de précipiter le déclin démographique de l'Allemagne, à un moment où, comme vous le savez sans doute, l'Allemagne, après avoir connu la phase expansionniste de ce qu'on appelle la transition démographique, à la fin du XIXe siècle, commence à rentrer dans le ralentissement de sa transition démographique, c'est-à-dire dans l'abaissement de ses courbes, et donc entrevoit le spectre de son déclin nataliste. Cette critique de la stérilité de la grande ville, elle est très intéressante, et alors, on la retrouve, si vous voulez, formulée, travaillée, interrogée, dans quantité d'études, aussi bien chez des publicistes, qui sont parfois très en vue, Otto Hamann, par exemple, mais chez quantité de démographes, par exemple. Et il ne s'agit pas toujours de démographes qu'on peut suspecter, si vous voulez, de s'inscrire dans un discours anti-moderne, idéologiquement bien marqué, si vous voulez. Deux exemples de contribution à ce thème de la stérilité de la grande ville. Un essai qui en fait est un essai fondateur pour tous ceux qui réfléchissent en ces termes, et qui s'appelle donc Das Steril, le Berlin stérile, de Felix Thalheiber. Felix Thalheiber est juif, sioniste, démographe, et il s'intéresse à ces questions parce que, en tant que sioniste, il réfléchit au fond aux formes de peuplement qui seraient les plus adaptées dans un contexte qui serait celui notamment de la Palestine. À l'inverse, 15 ans plus tard, Richard Kocher est l'auteur d'un essai important, Berlin, die neue Weltstadt, Berlin, la nouvelle ville-monde, disons, qui est une sorte de pamphlet, mais un pamphlet très documenté. Kocher est un statisticien, il est un peu un épigone d'Oswald Spengler, il rêve d'ailleurs de fonder par la statistique, donc scientifiquement, les intuitions de Spengler sur le déclin de l'Occident, et donc il montre, chiffre à l'appui, à quel point, effectivement, cette nouvelle ville-monde qu'est Berlin, eh bien, est un environnement qui, d'un point de vue démographique, favorise le déclin de l'Allemagne. Kocher, alors en 1930, quand il écrit ce pamphlet, n'est pas encore inscrit au parti nazi, mais peut-être les historiens du nazisme le connaissent bien parce qu'il a ensuite fait une assez belle carrière sous le nazisme, et il est l'auteur d'un rapport très connu, d'un rapport statistique sur la solution finale, qui porte son nom, qui est une source importante des historiens qui travaillent sur ces sujets. Bon. Au fond, comme on peut le constater, toutes ces critiques ont une forte dimension, pour utiliser un terme un peu anachronique, une forte dimension prospective.
ils paraissent en fait inséparables d'une série d'interrogations, matinées un peu d'inquiétude d'ailleurs, sur l'avenir de l'Allemagne et des Allemands. Pour une, deux, trois générations d'observateurs sociaux, l'enjeu est ni plus ni moins, dans ces débats, de déterminer si la très grande ville, comme forme de peuplement, comme type de société, comme environnement, à la fois écologique et socio-anthropologique, est une forme viable et enviable, en quelque sorte. Ces critiques sont dans l'ensemble assez bien connues. Alors elles ont été pour l'essentiel repérées, identifiées, inventoriées d'assez longue date par les historiens. Depuis les travaux fondateurs de Fritz Stern et surtout de Klaus Bergmann au tournant des années 1960-70, quantité d'études historiques, historico-littéraires aussi, ont souligné en fait la violence en Allemagne de ce qu'il est convenu d'appeler la Großstadtkritik, la critique de la grande ville. Mais si ces critiques sont connues, je pense que leurs ressorts profonds en fait ne sont pas très bien compris. J'en veux pour preuve les grands concepts qui ont été forgés en fait par l'historiographie depuis une cinquantaine d'années. Le premier de ces concepts, qui a fait Flores, qui a fait date, qui a inspiré en fait beaucoup de travaux, c'est un concept que l'on doit à Klaus Bergmann dans un ouvrage qui est devenu classique, c'est le concept de Großstadtfeindschaft. Großstadtfeindschaft, mot un peu compliqué à traduire en français, alors c'est un mot qui est fabriqué à partir du radical Feind. Feind en allemand ça veut dire ennemi, donc c'est un terme qui littéralement veut dire inimitié à l'égard de la grande ville, hostilité à l'égard de la grande ville. Bon. Plus récemment, des historiens français, dans une approche qui d'ailleurs vous intéressera dans la mesure où vous réfléchissez aux questions transfrontalières, une approche plus comparatiste et puis de plus long terme, ont proposé d'autres concepts qui sont assez proches au fond du concept de Bergmann, le concept d'urbaphobie par exemple, l'expression détestation de la ville. C'est ce type de contexte en fait qui structure l'historiographie et qui tente de rendre compte au fond la profondeur de cette critique de la grande ville en Allemagne, et pas seulement en Allemagne, aux États-Unis, en France, en Angleterre, au début du XXe siècle. Ces concepts, en fait, ils sont très peu explicatifs. Ils sont très peu explicatifs parce que ils posent, en fait, deux grands problèmes. Le premier problème qu'ils posent, c'est que, en rabattant les critiques sur le terrain émotionnel de la haine, du ressentiment, l'air de rien, ils dénient à ces critiques tout fondement logique, voire rationnel. Ces critiques sont jugées ineptes. Et on s'y intéresse, elles retiennent l'attention, essentiellement en raison de leurs effets délétères sur le climat intellectuel et idéologique, notamment celui qui se développe en Allemagne dans la première moitié du XXe siècle. Au fond, ce type de critiques n'ont-elles pas favorisé la réception du nazisme, le nazisme qui est une idéologie, à défaut d'être anti-urbaine, assez violemment anti-métropolitaine. Le problème, c'est que le procès de la très grande ville, c'est pas seulement un thème phare du pessimisme culturel avant la guerre, c'est pas seulement un topos idéologique de la droite völkisch allemande, de la Weltanschauung nazie. Le procès de la très grande ville, il est le fait d'universitaires, d'experts, de profils académiques, en allemand, des hommes de science. Hein. Il est le fait de géographes, de démographes, d'anthropologues, de médecins, qui sont parfois très en vue dans leur propre champ disciplinaire. Alors bien sûr, la science n'est jamais tout à fait apolitique, et bon nombre de ces producteurs de savoir sur la ville ne cachent pas d'ailleurs leur proximité avec les courants idéologiques antimodernes. Bon. Mais pas tous. Et par ailleurs, il n'en demeure pas moins que ces hommes de savoir fondent leurs analyses, fondent leurs critiques sur des théories crédibles, qui mobilisent des méthodes qui sont parfois à la pointe des savoirs. Je mentionnais la statistique qui est en plein essor alors dans le monde occidental, et que donc le diagnostic qu'ils proposent, qu'ils formulent, est non seulement cohérent, argumenté, mais il est, à défaut d'être certain, il est scientifiquement plausible. Deuxième problème que posent tous ces concepts, Großstadtfeindschaft, urbaphobie, c'est qu'ils ne se rapportent qu'au débat d'idées, qu'au discours.
Et il ne se réfère jamais en fait aux effets concrets de l'urbanisation explosive de l'Allemagne. Donc non seulement la Großstadtkritik n'est pas prise au sérieux, pas vraiment prise au sérieux, mais, il faut que je surveille mon écran, elle n'est jamais vraiment contextualisée, elle n'est jamais vraiment rapportée aux expériences concrètes de la vie urbaine. Très peu de travaux se sont intéressés à ces dimensions de l'expérience concrète de la vie urbaine, et aucun, à ma connaissance, ne s'est sérieusement penché sur la manière dont les citadins eux-mêmes avaient réagi à la métropolisation, avaient cherché, ou réussi peut-être, à s'adapter à ces effets, y compris à ces effets déstabilisants ou traumatisants. L'ampleur de ces critiques adressées au phénomène métropolitain en Allemagne, et à travers elles, l'ampleur des critiques adressées à l'égard de la modernité et des phénomènes de modernisation, révèle en fait non pas une, mais bien deux crises superposées. D'abord, une crise d'intelligibilité. Au fond, parce que la métropolisation bouleverse le cadre de vie de millions d'individus, elle contraint 2-3 générations d'Allemands confrontés donc à ces formes spatiales et sociales nouvelles, à essayer d'en comprendre le sens, à essayer d'en comprendre la portée. Et ce que ces 2 ou 3 générations cherchent à faire, à l'aide des plupart des savoirs dont ils disposent, savoirs à la fois anciens, modernes, savoirs à la fois théoriques et pratiques. Donc crise d'intelligibilité. Crise aussi d'adaptabilité. Effectivement, parce que cette métropolisation, par ses nombreux effets, elle impose aux citadins, à ceux qui vivent dans ces grandes villes, de nouveaux cadres d'expérience, eh bien elle requiert de leur part un effort d'adaptation. Un effort d'adaptation. Effort d'adaptation que, pourrait-on dire, la société allemande produit à la fois par des politiques, disons, des politiques gestionnaires, des politiques d'aménagement, on va en parler, qui visent en fait à acclimater les citadins à ce nouveau cadre de vie, mais aussi par des mécanismes d'adaptation plus spontanés, qui sont les mécanismes d'adaptation du corps social lui-même, dans un cheminement passablement complexe, naturellement, un cheminement un peu d'ailleurs de type dialectique, il y a entre les, on va le voir, entre les politiques et les mécanismes d'adaptation spontanée, quelque chose d'une dialectique, d'un processus d'ajustement continuel. Et notamment, cette crise d'adaptabilité, elle se révèle dès lors que l'on s'intéresse au fait que la métropolisation suppose de la part de ceux qui la vivent concrètement et trivialement au quotidien, eh bien, l'acquisition de nouvelles compétences. Des compétences qu'on va pouvoir appeler des compétences citadines. Ces compétences, ça peut être, comme l'évoque cette petite vignette, qui est un test de psychotechnique, dont je parlerai tout à l'heure, une compétence technique, savoir conduire un bus, une automobile, un tramway dans la grande ville, très bien. Mais comme je vais vous le montrer, quantité de ces compétences nouvelles, ces compétences citadines, sont d'une autre nature, sont des compétences plus discrètes, plus routinières, et c'est celles-ci aussi qui sont en jeu dans cette crise d'adaptabilité. Alors pour la comprendre, cette crise, cette double crise d'intelligibilité et d'adaptabilité, je vous propose de revenir au fond sur la dimension plus anthropologique de cette mutation urbaine, de cette métropolisation. En effet, la métropolisation, singulièrement à Berlin, s'accompagne d'une transformation radicale du type d'expérience qu'on fait au quotidien dans la ville. Elle impose à des millions d'hommes et de femmes de nouvelles façons de se loger, de nouvelles façons de travailler, de se divertir, de s'approvisionner, de s'alimenter, de communiquer, de se déplacer. Je prendrai spécifiquement cet exemple dans le cadre de cette conférence. Mais aussi de se rassembler, de se côtoyer dans les espaces publics, de s'immerger dans les ambiances de la ville. Bref, la métropolisation, c'est un bouleversement qui n'est pas seulement un bouleversement matériel, physique, c'est aussi un bouleversement de nature anthropologique. Ce bouleversement, il peut s'observer dans la plupart des dimensions de la vie urbaine. Il peut s'observer, pour commencer, dans les expériences qui sont liées à la densité, ou à ce qu'il conviendrait d'appeler en fait la surdensité. La très grande ville qu'est Berlin, elle est le produit d'une formidable accumulation de population dans l'espace, d'une hyperconcentration de population dans l'espace, et dès lors,
elle donne naissance à des formes globalement inédites de concentration humaine. Ces formes inédites de concentration humaine, c'est d'abord, elles s'observent d'abord dans le logement populaire, le logement ouvrier notamment. Une photographie très suggestive pour l'évoquer, donc c'est cette photographie en haut à gauche qui est en fait qu'on retrouve dans une grande enquête, une enquête au long cours menée par une des grandes caisses d'assurance maladie de Berlin, et qui cherche à connaître les conditions de vie de ses affiliés, en fait, de ses assurés. Et donc, il y a tout un dispositif pour photographier les habitants de ces appartements. Ces appartements, c'est souvent des appartements qui font une voire deux pièces, dans lesquels vivent donc les familles ouvrières, qui sont souvent des familles assez nombreuses, et dans lesquelles vivent aussi ceux qu'on appelle les Schlafgänger ou les Schlafburschen en Allemagne au début du siècle, c'est-à-dire tous ces ouvriers célibataires, migrants ruraux qui viennent d'arriver dans la grande ville, qui ne trouvent pas à se loger et qui, pour se loger, sous-louent non pas une pièce, mais en général un lit, voire simplement un espace où se coucher à des familles. Et ça donne ce type de phénomène de surpopulation, hein, de ce qu'on pourrait appeler surdensité résidentielle, avec des phénomènes de promiscuité, des phénomènes de nomadisme résidentiel qui sont extrêmement prononcés. Les historiens qui ont spécifiquement travaillé sur ces questions du logement ouvrier à Berlin, notamment dans les quartiers ouvriers, dans les quartiers de casernes locatives, ont montré que Berlin était la ville la plus dense du monde en termes de densité résidentielle. Les phénomènes de concentration humaine, ils s'observent aussi dans d'autres situations qui sont typiquement métropolitaines, et notamment dans tous ces rassemblements collectifs d'un genre nouveau et qui sont liés au déploiement de ce qu'on pourrait appeler un ensemble d'usages récréatifs nouveaux. On n'est pas encore tout à fait dans l'ère des loisirs de masse, comme on va en parler à partir des années 50-60 dans le monde occidental, mais dans ce qui s'amorce comme effectivement un grand loisir populaire métropolitain. Et dans ce contexte-là, il y a une nouvelle géographie des affluences qui voit le jour et qui conduit effectivement à des phénomènes d'attroupement, de rassemblement collectif d'une échelle inédite dans les villes européennes. Dans la ville pré-industrielle, ces attroupements existaient, mais ils dépassaient exceptionnellement quelques milliers de personnes. Dans la très grande ville, des rassemblements de plusieurs milliers, dizaines de milliers de personnes sont très fréquents dans les grands parcs publics, sur les plages aménagées, au stade, à l'hippodrome, au Luna Park. Et évidemment, c'est le moment aussi où naît la fameuse psychologie de la foule, dont je reparlerai aussi tout à l'heure, parce qu'elle essaie de comprendre ce phénomène des foules, mais sous un angle tout à fait spécifique. Et cette foule métropolitaine, évidemment, elle est une expérience de côtoiement, de corps à corps, si je puis dire, d'extrême promiscuité, qui est globalement aussi inédite. On pourrait multiplier les exemples. Ces phénomènes de concentration collective, on les retrouve aussi dans la manière dont les pratiques et les usages de la rue se renouvellent à Berlin, ou encore dans les transports en commun. Ce qui m'amène donc à un deuxième type de grande expérience renouvelée par la métropolisation, ce sont toutes les expériences qui sont liées à la mobilité. Effectivement, la très grande ville, elle naît d'un saut d'échelle, d'une rupture d'échelle. Et l'émergence de la très grande ville, comme manière d'organiser aussi les fonctions urbaines, elle a pour effet d'entraîner une dissociation tout à fait inédite dans l'histoire des villes entre l'habitat et le travail. Ça, c'est un phénomène qui est très important dans le phénomène de métropolisation. Entre parenthèses d'ailleurs, c'est peut-être un cycle qui est en train de se refermer, c'est-à-dire qu'on assiste peut-être aujourd'hui au début d'une sorte de réaffiliation entre l'habitat et le travail dans l'espace des villes. C'est un autre sujet. En tout cas, fin 19e, il y a cette dissociation qui s'opère entre le lieu où on travaille, le lieu où on habite, et c'est permis par évidemment la mise en place d'un système de transport mécanisé qui permet aux villes de s'étaler, de changer d'échelle littéralement, avec pour corollaire que désormais des mobilités
des migrations d'un genre nouveau apparaissent. Ce sont les fameuses mobilités ou migrations pendulaires, Pendelwanderungen, disent les Allemands à la fin du XIXe siècle. Ces mobilités pendulaires, domicile-travail, elles s'opèrent sur des distances qui sont toujours plus grandes. Elles sont réglées par des exigences nouvelles de ponctualité au bureau, à l'usine. Et elles reconfigurent donc complètement la manière de se déplacer en ville. Les déplacements quotidiens se mécanisent, s'accélèrent bien sûr, et s'accélèrent à tel point qu'elles bouleversent le rapport que les habitants de la très grande ville, les Berlinois en l'occurrence, entretiennent avec ce qu'on pourrait appeler l'espace-temps urbain. C'est-à-dire que désormais, pour beaucoup d'employés ou d'ouvriers berlinois, ce sont moins les distances physiques, arithmétiques qui comptent que les temps de parcours. Bon. Ça évoque peut-être des choses pour beaucoup d'entre nous. Cela montre au passage que la très grande ville, elle est un système technique beaucoup plus complexe que la ville pré-industrielle. Et parce qu'elle est un système technique plus complexe, elle renouvelle aussi en profondeur les expériences qui sont liées à la vulnérabilité. Autre aspect de ce bouleversement anthropologique. La très grande ville, elle concentre des milliers d'usines, des centaines de milliers d'habitations, des millions d'habitants, et elle doit donc être approvisionnée en énergie, en matières premières. Elle doit être dotée d'infrastructures, de bâtiments permettant de stocker, de distribuer. Bon. Tout cela constitue une sorte de défi organisationnel, de défi logistique. D'ailleurs, la logistique s'invente dans ce contexte de la métropolisation. Et en fait, ce système métropolitain, qui est donc un problème d'organisation à grande échelle, eh bien, il change la nature de ce qu'on pourrait appeler la vulnérabilité des villes et de leurs habitants. Les villes ont toujours été des environnements un peu vulnérables. Au Moyen-Âge, la question de la sécurité alimentaire des villes est un enjeu très important, beaucoup de travaux qui portent là-dessus. Eh bien, ce problème se reconfigure à cause du saut d'échelle qu'ont connu les villes, et singulièrement une très grande ville comme Berlin. Et donc, là, il y a quelque chose qui se passe qui est évidemment très très important, y compris dans la manière dont la société allemande, en quelque sorte, se représente et appréhende et évalue le processus de la métropolisation. Eh bien, cette chose très importante, c'est que la très grande ville connaît en fait des crises majeures, des crises de type systémique. Berlin en affronte principalement trois. Il y a la grande crise d'approvisionnement alimentaire et énergétique qui est liée au blocus interallié pendant la Première Guerre mondiale, ce que les Allemands appellent le blocus de la faim, Hungerblockade, qui a provoqué à lui seul pas loin de 700 000 morts en Allemagne, 700 000 morts de la famine. Les photogrammes que je vous montre là sont extraits d'un film qui s'intitule Die Wirkung der Hungerblockade of die Volksgesundheit, donc les effets du blocus de la faim, c'est l'expression consacrée en Allemagne, sur la santé du peuple, donc un film de la UFA 1921 qui montre, avec des images évidemment qui sont particulièrement choquantes, eh bien, l'état de cachexie dans lequel un certain nombre d'habitants des très grandes villes ont été plongés, s'ils ne sont pas morts, de famine, dans ce contexte du blocus interallié. Donc, vous voyez, les abattoirs sont vides, les courbes d'approvisionnement alimentaire dégringolent, et donc la santé des citadins est très gravement menacée. Cette crise, évidemment, est un traumatisme en Allemagne, à bien des égards, on comprend pourquoi. Berlin en affrontera encore deux, des crises de cette ampleur, peut-être même trois. La crise hyperinflationniste de 1923 et bien sûr la Grande Dépression qui va frapper à nouveau très durement ces grandes villes qui connaissent donc des crises d'approvisionnement qui sont parfois dramatiques. Je continue très, très rapidement cet aperçu en fait des différentes dimensions de ce bouleversement anthropologique. La très grande ville est un système plus complexe, c'est aussi un système qui suppose du coup une coordination, un effort de coordination, ce qui n'est pas sans effet extrêmement profond sur notamment la question de l'organisation temporelle de la vie urbaine. Et de fait, la métropolisation
correspond à un cycle de transition au cours duquel se met en place une toute nouvelle organisation du temps. La métropolisation berlinoise, c'est le moment notamment où se met en place un système de référence temporelle unique pour tous les habitants de la grande ville, tous les habitants de la ville. Ce système de référence temporelle, il est permis parce qu'on va connecter, grâce à des câbles électriques, l'observatoire astronomique de Potsdam, et on va pouvoir régler par ces câbles électriques toutes les horloges publiques, et du coup les Berlinois vont pouvoir régler eux-mêmes leurs montres sur ces horloges publiques, et donc désormais les Berlinois, en quelque sorte, organiseront leur quotidien en fonction d'un système de référence temporelle homogène. C'est le moment où ça se passe, en Allemagne, à Berlin notamment, et cela s'accompagne d'autres reconfigurations du temps urbain. La métropolisation, c'est donc non seulement un moment de standardisation donc, du temps vécu, enfin, en tout cas de la mesure du temps et de la coordination du temps, mais c'est aussi un moment important d'individuation des rythmes. La très grande ville, c'est évidemment un univers de possibles qui permet en fait d'individualiser ses propres rythmes. C'est aussi le moment où les travailleurs urbains sont de plus en plus assignés à des règles, notamment à des règles de ponctualité. C'est vrai des employés, c'est vrai des ouvriers qui doivent pointer à une heure précise. Ce qui évidemment a pour effet en retour d'exiger de leur part de planifier leur temps quotidien, de disposer pour pouvoir le planifier d'outils de planification, les tableaux horaires, quand on prend les transports en commun par exemple. Bref, je pourrais multiplier les exemples. Vous voyez qu'il y a une sorte de reconfiguration générale de ce qu'on appelle les temporalités, les rythmes. Il faudrait aussi évoquer, comme le fait cette petite caricature sur le Berliner Tempo, le tempo berlinois, l'impression d'une accélération des rythmes de vie, qui est aussi un phénomène constitutif de la métropolisation. Enfin, dernier champ d'expérience particulièrement frappé par le phénomène de la métropolisation, c'est celui du rapport aux ambiances urbaines. La très grande ville, c'est un environnement qui est à la fois très bruyant, en tout cas c'est ce que disaient beaucoup d'observateurs, et c'est un environnement qui, à la différence de la campagne, est saturé de stimuli visuels, comme le montre notamment ce phénomène, qui est un phénomène qui s'opère entre les années 1890 et les années 1920, ce phénomène d'électrification des réseaux urbains et qui se traduit de façon un peu emphatique par la multiplication des néons et des enseignes lumineuses sur les places principales du centre de Berlin, et qui confronte les citadins à une sorte d'éclat lumineux tout à fait inédit, tout à fait spectaculaire, à des formes d'éblouissement en fait, auxquelles ils n'étaient pas habitués. Bon. Et qui montre qu'au fond, je le résume un peu grossièrement, mais que du point de vue des ambiances métropolitaines, la technicisation de l'environnement urbain, elle a pour effet effectivement de modifier en quelque sorte le rapport sensoriel des citadins à leur cadre de vie. Quiconque à Berlin se trouve sur la Potsdamer Platz, par exemple, qui est le grand centre, le grand nœud de la mobilité berlinoise, se trouve comme immergé dans une sorte de champ visuel et auditif saturé d'impressions. Georg Simmel, je crois que vous avez peut-être eu l'occasion de lire le petit essai qu'il consacre à la vie dans les grandes villes, parle de cette intensification de la vie nerveuse. Elle est liée à cette intensification des stimuli visuels, auditifs dans la ville. Et ce qui est important, c'est de comprendre que en fait, cette modification des ambiances, elle n'est pas seulement une transformation du cadre sensoriel, elle est une transformation du sensorium lui-même. Elle est, pour ceux qui la vivent, une sorte d'épreuve sensorielle, cognitive. Autrement dit, la métropolisation altère aussi en quelque sorte la sensibilité de ceux qui vivent dans la ville et elle éprouve leur capacité de cognition en fait. Alors, arrivé à ce stade,
la question qui se pose quand on travaille sur ces sujets, c'est de savoir comment on peut essayer de reconstituer en fait ce type d'expérience, de mieux les connaître. Et on rencontre là une archive parmi d'autres, mais qui est particulièrement riche d'informations, riche d'indices. Cette archive, c'est l'archive photographique et cinématographique. En effet, ce bouleversement anthropologique, il a particulièrement intéressé ceux qui ont fabriqué des images de type photographique et surtout des images de type cinématographique, des images en mouvement. La métropolisation, dans tous ses aspects, s'est imposée très vite comme une préoccupation majeure des cinéastes allemands qui ont eu l'intuition que l'image animée, l'image en mouvement, avait le pouvoir en fait de révéler en fait cette gamme d'expériences, cette Erlebnis, disent les Allemands, cette expérience vécue de la grande ville. Cette ambition, cette prise de conscience, elle tient au fait que les cinéastes allemands, les opérateurs de prise de vue, ont pensé que le cinéma n'avait pas seulement le pouvoir d'objectiver en quelque sorte les transformations matérielles de la ville, mais aussi de retranscrire le point de vue subjectif de ceux qui habitent dans les villes. Et fort de cette intuition, les cinéastes allemands ont en quelque sorte cherché à révéler ce bouleversement des expériences urbaines par un régime d'image assez spécifique. Un régime d'image fondé en fait sur le mélange, la confrontation, l'hybridation parfois d'images de nature différente, aussi bien des images qu'on appellerait, selon une catégorie que les cinéastes allemands n'utilisent pas du tout, des images documentaires, des images prélevées sur le réel. Le cinéma, c'est de l'enregistrement mécanique du réel, et donc on a des images prélevées sur le réel, à l'image de ce photogramme qui est un instantané, une prise sur le vif, d'autant plus, je dirais, dont la charge de réalité est d'autant plus forte que c'est une prise de vue en caméra cachée. Donc des images prélevées sur le réel, et à cela, les cinéastes vont ajouter d'autres types d'images, des images plus fabriquées en quelque sorte, des images de fiction, des scènes jouées. On utilise des acteurs pour jouer des scènes particulières, et puis des images retravaillées en studio, qui peuvent être voilà, des images en surimpression, comme vous pouvez le voir là, qui donnent le sentiment, enfin retranscrivent quelque chose des impressions kaléidoscopiques qu'on éprouve dans la ville, mais ça peut être aussi des images de motion painting, donc des images d'animation, comme on dirait aujourd'hui. Et tout cela, les cinéastes allemands les hybrident, les utilisent indistinctement dans les films. Et pourquoi ils font cela? Parce qu'en fait, ils cherchent à en fait relever deux défis qui en apparence sont contradictoires, mais qui en fait vont se conjuguer, et que je résume sous le nom de réalisme phénoménologique. C'est-à-dire que d'un côté, les cinéastes allemands vont utiliser ce pouvoir de l'image pour ses capacités à décrire de façon très neutre, très objective, les transformations urbaines, pour ce que permettent toutes les prises de vue documentaires, vue du ciel, vue au ras du sol, vue horizontale, plongée contre plongée, peu importe. Et donc on va faire une sorte les cinéastes vont faire une sorte d'inventaire un peu systématique des transformations de la ville. Et puis de l'autre, des prises de vue qui, au contraire, vont en quelque sorte simuler le point de vue des citadins dans la ville. À l'image de ce photogramme, il s'agit d'un travelling, on est comme le conducteur de cette automobile embarqué dans les rues de Berlin, et donc on perçoit quelque chose qui ressemble à ce que perçoit ce conducteur. Et au fond, on a là donc une forme de réalisme, mais un réalisme qui cherche en quelque sorte à générer un effet de miroir entre la prise de vue documentaire et la prise de vue plus subjective. C'est pour ça que je propose de l'appeler réalisme phénoménologique. Évidemment, il faut se représenter le fait que tous les films qui ont été faits, qui ont un peu mobilisé ce type de ressort, de dispositif, étaient destinés à être projetés dans les salles. Et pour ces cinéastes, le spectateur dans les salles était dans une position
qui lui permettait, enfin qui l'amenait lui-même en fait à percevoir ces images précisément dans ce double registre, hein, à la fois neutralité descriptive d'un côté et point de vue subjectif de l'autre. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'illustrer en quelque sorte, d'incarner un peu ce propos avec un court extrait d'un film de Walter Ruttmann qui est donc qui représente très bien, qui illustre très bien cette manière qu'ont eu un certain nombre de cinéastes allemands de filmer la très grande ville qui était Berlin. Donc ce film, c'est Berlin Symphonie der Großstadt, Berlin Symphonie de la grande ville. Donc c'est un film de 1927 qui très rapidement relate une journée à Berlin, de l'aube jusqu'à la fin de la nuit, et qui entremêle tous ces régimes d'images, utilise beaucoup de procédés de caméra cachée, et constitue du coup voilà, un réservoir d'indices extrêmement précieux pour l'historien qui cherche à y voir plus clair dans ce bouleversement de tout ce procédé. Voilà. Donc un extrait de ce film Berlin, die Symphonie der Großstadt, qui fourmille d'indices et qui permet de documenter de très nombreux aspects de cette révolution anthropologique qu'est la métropolisation, et notamment ce sur quoi je vous propose de me concentrer maintenant, qui l'ensemble des problèmes que posent les déplacements dans le centre de cette très grande ville qu'est devenue Berlin, et qui fait l'objet là de beaucoup d'instantanés, de scènes assez suggestives, et qui pour certaines sont frappantes parce qu'elles sont en quelque sorte dépaysantes. Donc je vous propose d'illustrer donc cette question de la crise d'adaptabilité à laquelle ont été confrontés en quelque sorte ceux qui habitaient dans ces très grandes villes, donc à travers ce prisme des mobilités et des déplacements. Pour le comprendre, il faut évidemment repartir du constat, je vais très vite, mais un constat évident que la métropolisation, c'est d'abord une révolution des transports urbains qui s'opère entre le début des années 70 et la fin des années 1920 par vagues successives. Et la métropolisation, mais ça va de pair, c'est un développement des mobilités tous azimuts en quelque sorte, avec une démultiplication des modes de transport, certains modes nouveaux, modernes et rapides, le tramway et l'automobile notamment, qui occupent une place importante, progressant de façon très forte, mais sans toutefois, ça a dû vous frapper dans l'extrait, sans toutefois imposer une domination exclusive sur les modes de déplacement dans la grande ville. Cette intensification des mobilités, elle suscite d'importants efforts dès le début du XXe siècle pour compter, localiser, chronométrer. On a quantité d'études qui sont généralement le fait d'urbanistes et qui permettent de savoir combien de véhicules traversent les grandes places de Berlin, comme c'est représenté sur ces graphiques à gauche, quels sont les pics de trafic en fonction des heures de la journée, comment ces rythmes s'observent ou se déclinent dans la semaine, dans le mois, sur 4 années, vous voyez. Donc c'est un ensemble de mesures, de comptages qui sont faits, d'études, qui permettent de mieux comprendre quelles sont ces mobilités, à quel rythme elles répondent. Second constat, alors, très important, et sans doute ça vous a frappé dans le petit extrait qu'on a vu, si les mobilités rapides et modernes progressent très fortement, elles ne remettent pas en question, jusqu'à une date assez tardive, les modes anciens, les modes traditionnels. La ville pré-industrielle, c'est, pour reprendre un vieux concept de l'historiographie anglo-saxonne, c'est une ville où on marche à pied, walking city. La marche à pied et toutes ses dérivées, et la traction équine et toutes ses dérivées constituent le système technique qui, en quelque sorte, modélise les déplacements en ville. À partir de la métropolisation, les modes modernes connaissent une progression très importante, mais les modes traditionnels se maintiennent. Ils se maintiennent jusqu'au milieu des années 20. Le film de Ruttmann, c'est 1927. Les prises de vue ont été faites en 25-26.
Il y a quantité d'autres films qui témoignent de cette persistance des modes qu'on appelle aujourd'hui les modes doux, mais notamment les modes équins, la marche à pied bien sûr, qui reste de toute façon un mode de déplacement en ville, le vélo qui s'est beaucoup diffusé. Et ce que montrent très bien les films notamment, c'est que ces modes à la fois anciens et modernes, lents et rapides, coexistent. Ils coexistent dans une longue phase de transition qui dure à peu près une quarantaine d'années. Et cette coexistence, elle est une sorte de compétition dans la rue, avec un partage modal, comme diraient les urbanistes aujourd'hui, qui n'est pas clair du tout. Puisque, au fond, la chaussée, elle est offerte à peu près tous ceux qui peuvent se déplacer, qu'il s'agisse des tramways, des voitures, des voitures à bras, des calèches qui demeurent. Et tout cela crée en fait une sorte de désordre circulatoire qui est caractéristique de cette phase transitionnelle qu'on appelle la métropolisation du point de vue des mobilités. Ce désordre circulatoire, il est nouveau, hein, il est inédit dans les villes, et donc il s'observe évidemment principalement sur les grands carrefours, notamment sur les grands carrefours, et donc quantité d'images de documents. Ça s'accompagne aussi de phénomènes de congestion qui sont aussi caractéristiques de la vie métropolitaine. Mais le trait le plus frappant en fait de ce désordre circulatoire, c'est qu'il confronte les usagers de la rue, qu'ils soient conducteurs de tramway, automobilistes, piétons, conducteurs de calèches, à des enjeux de coordination spatio-temporelle en quelque sorte, qui sont inédits. Et dans la mesure où, jusqu'à une date tardive, ces usagers de la rue peinent à se coordonner, eh bien, on assiste à une recrudescence d'accidents de la rue tout à fait spectaculaire sur les places principales et dans les grandes artères de la grande ville, de Berlin, à tel point que, évidemment, les édiles municipaux, les urbanistes, les ingénieurs chargés de régler la circulation, la police aussi, la police berlinoise, s'en préoccupent, s'en alarment. On a quantité de documents qui permettent de mesurer aussi et de localiser ces accidents de la rue qui se multiplient en nombre en nombre très important. Ces accidents, on essaie d'en comprendre la cause et on identifie très tôt, c'est ce que montrent les rapports de police par exemple, qu'ils sont dus pour l'essentiel à ces problèmes de coordination et donc à ce qu'on pourrait appeler des erreurs de conduite. On a des rapports de la police berlinoise dans les années 20 qui hiérarchisent en fait les causes des accidents de la rue et qui montrent que parmi les causes les plus importantes, on a des erreurs de franchissement de la chaussée par exemple. On a cette séquence qui nous fait rire en fait, mais c'est pas un hasard, ça nous fait rire d'ailleurs, parce qu'elle évoque plutôt les films burlesques, j'en reparlerai tout à l'heure, où on voit ces piétons qui traversent la rue un peu en état de panique. Bon. Ce sont des prises de vue en caméra cachée qui montrent bien que en fait, les erreurs se produisent fréquemment et donc il y a des accidents. Il y a des accidents parfois dramatiques, il y a un certain nombre de morts chaque semaine, chaque mois, chaque année à Berlin. Parmi ces erreurs, il y a aussi des choses comme des collisions de véhicules, bien sûr, des chutes de trottoirs aussi, beaucoup de chutes de trottoirs. Bref, on a à partir du début du XXe siècle et au moins jusqu'à la fin des années 30, je reviendrai sur cette périodisation, on a un temps un peu de transition où le désordre circulatoire qui s'installe crée les conditions en fait d'une sorte de mécanisation des dangers ou des risques qui menacent ceux qui se déplacent dans la ville et qui est à l'origine d'une sorte de psychose collective, d'une préoccupation, disons, grandissante autour de ces problèmes de circulation. Là, ce sont deux photogrammes extraits d'un moyen-métrage à vocation didactique qui était projeté dans les écoles et dans les universités ou en avant-première de films dans les salles de cinéma et qui évoque ces problèmes liés au déplacement dans le centre de la ville. Et on a là une figure en quelque sorte métaphorique mais aussi métonymique de ce qu'est en fait la grande ville, une sorte de moloch, de monstre constitué de carcasses d'automobiles accidentées et qui sème la terreur dans le centre des rues de Berlin.
cet ensemble de problèmes suscite en fait très tôt un certain nombre d'efforts pour régler en fait les problèmes inédits posés par les déplacements et les circulations dans les très grandes villes. D'une manière générale, l'ensemble des problèmes posés par la métropolisation suscite une sorte de mouvement réformateur qui se cristallise et qui caresse le rêve d'apporter une solution à la fois empirique, rationnelle à tous ces problèmes. Et on a donc des ingénieurs spécialistes de la circulation, des architectes et des urbanistes, mais aussi des psychologues et des physiologues, deux disciplines qui vont en quelque sorte se réunir sous une bannière commune d'une discipline qui va connaître un très grand développement en Allemagne, qui est ce qu'on appelle la psychotechnique. Donc des physiologues et des psychologues physiologues qu'on va appeler à partir des années 20 des psychotechniciens, mais aussi des géographes et des médecins qui s'engagent notamment dans le cinéma d'éducation populaire, très important dans les années 20 en Allemagne, et qui, parfois conjointement, mais le plus souvent d'ailleurs séparément, réfléchissent aux manières de pacifier cet environnement urbain qui est jugé beaucoup trop menaçant pour ceux qui y vivent, pour ceux qui y circulent, et donc en filigrane qui est jugé déstabilisant pour l'avenir de l'Allemagne tout entière. Donc la résolution de ce désordre circulatoire et ce qu'on va appeler en Allemagne la prévention des accidents de la rue, Unfallverhütung, devient en fait un des grands chantiers ouverts par cette nébuleuse d'acteurs qui vont tenter donc de résoudre ces problèmes de circulation, par une combinaison de politiques, les unes ciblées sur l'espace physique de la ville, on va dire, ces carrefours, ces grandes rues, et les autres ciblées plutôt sur les usagers, sur leurs erreurs, sur leurs disciplines quotidiennes. Et donc on va assister à la naissance d'une sorte de politique des déplacements à Berlin, qui non seulement va se doter de méthodes et d'outils spécifiques, mais qui va, et c'est son originalité, tenter d'articuler en quelque sorte l'aménagement physique de la très grande ville à une constante évaluation des aptitudes des citadins, des aptitudes mentales, sensorielles, psychomotrices, par notamment les méthodes de la psychotechnique. 4 domaines vont faire l'objet d'une série d'expérimentations, qui sont des expérimentations à la fois techniques et réglementaires, et qui constituent en gros le panel de mesures apportées pendant 15-20 ans à ces problèmes de circulation. Le premier, c'est le réaménagement des rues et des grands carrefours, à travers toute une série d'efforts pour fluidifier la circulation, éliminer les véhicules les plus lents, qui perturbent en fait le flot des véhicules le plus rapide, aménager des zones refuge, Schutzinsel pour les piétons, et opérer cette clarification du partage modal de la rue, qui évidemment est le problème central posé par ce désordre circulatoire. Autre chantier ouvert, l'invention d'une signalisation urbaine, qui est une des grandes innovations de la période. C'est dans le cycle de la métropolisation que s'invente ce qu'on appelle la signalisation urbaine, à Berlin comme ailleurs, du reste. Donc la signalisation urbaine, c'est, comme vous le savez, puisque elle fait partie de notre environnement quotidien, c'est un système de signes et de signaux conventionnels destinés à informer, en gros, les usagers de la rue des prescriptions ou des dangers relatifs à la circulation et de faciliter de cette façon à la fois leur repérage, leur prise de décision, qui sont souvent des prises de décision qui doivent être faites très rapidement. Cette signalisation urbaine berlinoise, donc elle a toute une histoire, je ne vais pas tout détailler, elle répond à la fois à des logiques qui sont génériques, c'est-à-dire communes, sinon au monde occidental, du moins à l'Europe, avec un système, un effort fait pour uniformiser les choses à l'échelle de l'Europe, et elle est aussi assez spécifique, c'est-à-dire que pendant une vingtaine d'années, les signalisations urbaines, et c'est le cas à Berlin, conservent des caractères propres qui ne sont pas homogènes d'une ville à l'autre. C'est vrai en Allemagne, c'est vrai a fortiori entre l'Allemagne et d'autres pays d'Europe. Cette signalisation urbaine, elle est alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans la chronologie de sa mise en place, mais enfin, elle est constituée de tout un ensemble de signes, de signaux, panneaux de circulation,
marquage au sol, sémaphores et feux électriques. Les premiers font leur apparition dans les années 20. Et laisse d'ailleurs espérer, au début des années 20, une sorte de régulation automatisée des flux et des trafics. Hein. Et quantité d'études d'impact, ce qu'on appellerait aujourd'hui des études d'impact, essayent de voir comment il faut insérer, par exemple, des feux électriques dans les rues, de façon à ordonner automatiquement le trafic. Or, ce qui frappe, c'est que ces dispositifs, notamment lorsqu'ils sont électriques et donc potentiellement automatiques, requièrent jusqu'à la fin des années 20 la présence d'un préposé, d'un agent, c'est-à-dire d'un contrôle manuel, qui est chargé en fait non seulement de les actionner, mais de veiller à leur respect, en fait, à leur simple respect. Alors c'est ce qui illustre très bien les manuels de psychotechnique, où on voit au fond qu'on a une sorte de dédoublement des dispositifs, c'est-à-dire un contrôle automatique électrique d'un côté, et un contrôle manuel, comme si on avait besoin de redoubler en fait les dispositifs, les dispositifs de régulation du trafic. Troisième effort, je reviendrai sur évidemment la signification de ce... alors, je crois qu'il n'y a plus de batterie sur l'ordinateur. La technique de fourchage de celui. Moi, je l'ai branché. On aura un peu de lumière. Alors cette nécessité d'avoir des agents, eh bien, ça c'est un aspect très frappant aussi peut-être de l'extrait que vous avez lu, va avoir pour corollaire la constitution d'une véritable flotte d'agents de police chargés de régler la circulation à Berlin, des agents qu'il faut sélectionner, qu'il faut former, à qui il faut apprendre aussi toute une gestuelle qui d'ailleurs les transforme en sémaphores humains d'une certaine façon, puisque le langage qu'ils utilisent est évidemment un langage sémaphorique. Et ces agents font l'objet d'une sélection d'une formation de type psychotechnique. Il s'agit effectivement pour les mettre au travail, eh bien, d'évaluer leurs aptitudes mentales, sensorielles, psychomotrices, mesurer leur vitesse de réaction et de ce qu'on appelle la discrimination, comment analysent-ils et avec quelle rapidité leur champ visuel, comment réagissent-ils à des signaux visuels et auditifs. Il s'agit d'évaluer aussi leur émotivité, leurs réflexes, leur capacité à anticiper les mouvements, leur capacité à avoir une attention non pas focalisée mais diffuse. Bref, toute une série de compétences de type cognitif, disons, sensorielles et cognitives, adaptées à ces conditions nouvelles qui sont les conditions de la circulation, du trafic dans le centre de la très grande ville. Enfin, dernier ensemble de mesures, il s'agit aussi bien sûr de discipliner les usagers de la rue eux-mêmes, pas seulement donc de sélectionner et de former ceux qui vont régler la circulation, mais de discipliner les piétons, les conducteurs d'automobiles, les conducteurs de tramway. Et donc, on voit bien que, alors, ça renvoie ici à cette hybridité longtemps maintenue des dispositifs de signalisation, hein, à la fois automatique et humain. Cette hybridité, elle est maintenue parce qu'au fond, jusqu'à la fin des années 20, les usagers, en fait, continuent d'avoir des erreurs de conduite, en fait, hein, continuent de se tromper dans leur démarche, anticipent mal les vitesses, calculent mal les trajectoires. Les accidents de la rue continuent d'augmenter à Berlin. Bon. Et donc, il y a tout un effort qui est fait, bien sûr, pour inculquer à ces usagers de la rue des règles de conduite. On leur apprend, comme on apprend aux enfants, regarder à gauche, regarder à droite, se méfier quand un tramway est à l'arrêt, quand on le dépasse, qu'un autre tramway n'arrive pas par devers, et ainsi de suite.
C'est dans ce contexte qu'est mis en place aussi un premier code de la route et code de la rue destiné précisément à définir les règles des usagers de la rue dans les grandes villes. Et d'une façon générale, la période se caractérise par tout un processus d'institutionnalisation d'une véritable éducation à la circulation qui passe par notamment le cinéma d'éducation populaire. Un certain nombre de films sont faits précisément pour inculquer, diffuser, vulgariser ces règles d'usage. Je voudrais terminer cette conférence en formulant maintenant quelques questions ou quelques hypothèses. Si toutes ces actions de la sphère réformatrice témoignent d'une vraie prise de conscience des formes inédites par la vie métropolitaine, témoignent aussi d'une volonté très pragmatique d'en résoudre les problèmes, ces politiques gestionnaires ne se confondent pas tout à fait avec l'expérience. Elles n'en épuisent pas la réalité. Et donc l'historien qui s'intéresse au fond et qui essaye d'exhumer ou de révéler ces expériences, il ne peut pas évidemment interpréter ces politiques gestionnaires trop littéralement. Et il reste donc à se demander comment ces actions se sont articulées aux expériences concrètes qui étaient celles des citadins. Est-ce que ces politiques ont eu une influence sur les pratiques? Question qu'on peut se poser. Est-ce qu'elles ont facilité l'adaptation des citadins à leur nouvel environnement? Et à l'inverse, quelle est la part des adaptations plus spontanées? Et comment ces adaptations, peut-être plus spontanées, s'opèrent-elles? Selon quel mécanisme? Alors, ce sont évidemment des questions difficiles. Ce que l'on peut commencer par dire, c'est que, comme je l'ai suggéré, la métropolisation est un phénomène qui impose aux citadins d'acquérir de nouvelles compétences, et notamment de nouvelles compétences qu'on pourrait appeler routinières. L'exemple des déplacements est de ce point de vue assez suggestif, puisque, par exemple, voilà, la compétence consistant à traverser la chaussée, c'est une compétence, c'est pas une grande compétence technique, c'est une compétence qu'on mobilise de façon un peu routinière quand on se déplace dans un environnement urbain. Et on voit donc que cette compétence est un enjeu, l'acquisition de cette compétence, pardon, est un enjeu important dans cette phase transitionnelle qui est la métropolisation, comme je viens de vous montrer. Mais on pourrait dire la même chose de la gestion du corps à corps, de l'extrême promiscuité dans l'expérience de la foule urbaine. On pourrait dire la même chose du côtoiement anonyme dans les transports en commun, dans les transports publics. On pourrait dire la même chose de la gestion par les citadins, l'appréhension de cette surstimulation sensorielle lorsqu'ils se confrontent, par exemple, à l'éclat lumineux des grandes places berlinoises vers minuit. Bon. Bref, c'est l'ensemble de ces expériences un peu ordinaires, un peu triviales, qui est mis en jeu par ce problème de l'acquisition des compétences nouvelles, des compétences routinières. Et on voit bien que certains habitus traditionnels, ceux de la ville d'avant la métropolisation, persistent à une date tardive, et donc révèlent une forme d'inadaptation persistante de certains citadins à cette vie métropolitaine. La manière dont les citadins, les Berlinois, s'adaptent à ces reconfigurations de leur environnement, en acquérant donc ces compétences routinières nouvelles, suit un cheminement qui, évidemment, est passablement complexe. En tant qu'historien, on ne discerne pas forcément très bien, mais on peut formuler un certain nombre d'hypothèses, quant notamment à la part plus spontanée de ces mécanismes d'adaptation. Parmi ces hypothèses, on peut notamment s'inspirer des observations et des intuitions qui ont été formulées par certains sociologues ou certains philosophes qui se sont particulièrement intéressés à ces phénomènes d'urbanisation et qui ont repéré très tôt que dans ces mécanismes d'adaptation, les loisirs de masse avaient joué un rôle, semble-t-il, particulier. Je fais référence ici d'abord
aux intuitions qui ont été formulées par Siegfried Kracauer. Siegfried Kracauer, qui est une figure un peu polyvalente, critique de cinéma, essayiste, important sous la République de Weimar, et auteur d'un certain nombre de feuilletons dans la presse, dans la grande presse quotidienne, et qui se fait l'observateur attentif de ce qui se passe dans les villes, et qui est aussi l'auteur d'un certain nombre d'essais très connus, notamment un essai sur le roman policier et sa fonction dans la modernité, et qui relève que le développement des loisirs de masse correspond à par son sensationnalisme, apparaît à ses yeux comme une sorte de réponse aux besoins de stimuli et de sensations de l'habitant des grandes villes et de l'habitant de la ville moderne. À la suite de Kracauer, un philosophe comme Walter Benjamin a poussé aussi cette intuition assez loin, en mobilisant notamment un concept qui est le concept de distraction, Serge Troyon. Benjamin expliquant que les citadins n'acquéraient pas des compétences nouvelles par des mécanismes d'apprentissage traditionnels, mais davantage par distraction, c'est-à-dire par des modes d'acquisition de compétences discrets, diffus, en situation. Et dans ce cadre-là, effectivement, les loisirs de masse semblent avoir joué un rôle particulier dans ces mécanismes adaptatifs. On peut, à cet égard, relever un certain nombre d'indices qui sont offerts par le cinéma, qu'il s'agisse du cinéma burlesque. Là, les 3 premiers photogrammes que vous avez sont tirés d'un petit film burlesque de Ernst Lubitsch. Ernst Lubitsch, c'est un des premiers films de Lubitsch, qui s'appelle Meyer aus Berlin, qui date de 1919, et dans lequel il dépeint en gros un bourgeois qui se rend dans les Alpes bavaroises pour faire de la randonnée. Donc il y a très peu de... C'est que le début du film qui concerne en fait la vie de ce bourgeois à Berlin. Et donc on le voit sortir de sa demeure cossue et se rendre à la gare. Et il tombe. Il fait une chute de trottoir. Donc là, c'est ce que vous voyez, les 3 photogrammes, c'est une chute de trottoir, une fameuse chute de trottoir, par ailleurs recensée par les rapports de police de la police berlinoise. Et donc évidemment, là, on est dans une écriture cinématographique qui relève d'un genre, le burlesque. Il s'agit de faire rire, bien sûr, le spectateur. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit qu'au fond, le motif qui est choisi pour faire rire, c'est un motif trivial, quotidien, mais qui en fait fonctionne un effet de miroir pour le spectateur. Le spectateur de la salle de cinéma, au fond, il est confronté à travers cette séquence à, au fond, un problème quotidien, un problème qui a une certaine banalité. Donc, à ce titre, on pourrait dire que les loisirs de masse, en particulier le cinéma populaire, s'apparentent à une sorte de scène d'écran où se rejoue sous une forme, on pourrait dire, ironique, presque ornementale, certaines des difficultés rencontrées par les citadins dans leur vie quotidienne. Il y aurait, alors c'est une hypothèse que je formule, toute une relecture à faire du genre burlesque sous cet angle-là. En fait, le burlesque serait un genre qui a connu en fait un succès certain précisément pendant ce cycle de la métropolisation, qui a eu tendance plutôt à s'éteindre ensuite, aurait en quelque sorte implicitement joué ce rôle un peu de miroir cathartique, mettant en scène en fait sur un mode comique ces problèmes du quotidien, notamment ces problèmes de coordination spatio-temporelle dans la vie. Ces loisirs métropolitains, alors autre exemple, ça c'est tiré d'un film d'éducation populaire, Le Spur des Verkehrs, dans le tourbillon du trafic, qui a été fait par Léo Poelker en 1925, et qui met en scène ici un provincial qui monte à Berlin et qui arrive donc dans la gare de Potsdam, tout près de la Potsdamer Platz, et qui se retrouve donc en quelque sorte catapulté
au cœur trépidant de la métropole, et qui donc est assailli d'impressions, de sollicitations, donc il lui arrive toute une série d'accidents et de malheurs, et il est pris de vertige, c'est ce que représente en fait cette séquence de photogrammes, il est pris de vertige par cette surstimulation sensorielle qui est constitutive de la grande ville. Bon. De la même façon, évidemment, la scène est burlesque, elle fait rire, elle a de la même façon cette fonction un peu cathartique et réflexive pour les spectateurs des salles de cinéma. On pourrait aller plus loin et dire que ces loisirs métropolitains, ils ne sont pas seulement des miroirs, mais ils sont aussi des laboratoires des expériences urbaines. Ils sont, c'est-à-dire des lieux où non seulement les citadins sont amenés à observer et à prendre conscience de leur propre position, mais aussi à rejouer en quelque sorte dans leur corps, dans leur psychisme, ces expériences quotidiennes. Alors c'est ce que suggèrent par exemple les analogies que fait Walter Gutmann entre le déplacement, le déplacement dans les transports en commun et ce que les citadins rejouent en quelque sorte dans les fêtes foraines, notamment au Luna Park. Donc il y a cette analogie entre le parcours en tramway, le trajet en tramway d'une part et les montagnes russes. Et au fond, on voit bien que là, ici, la fonction des loisirs n'est pas seulement réflexive, cathartique, mais elle est davantage expérimentale. C'est-à-dire que le citadin est amené à revivre de façon hypertrophiée et ludique, bien sûr, une expérience ordinaire, commune, les secousses qu'on éprouve lors d'un quelconque trajet en tramway ou en métro. Et à cet égard, les loisirs apparaîtraient comme des lieux d'entraînement ou d'acclimatation au sens propre. Saisi à partir de ces exemples, on pourrait dire que les loisirs de masse révèlent une fonction qu'on pourrait qualifier de pharmacologique. C'est-à-dire que les citadins, les Berlinois, y trouveraient des ressources ou des ferments de leur adaptation à la vie métropolitaine, dans des lieux, dans des objets ou dans des pratiques qui sont générées par la grande ville elle-même. Je crois que j'ai parlé un peu trop longuement. Je vous remercie de votre attention.